Aujourd'hui, dans votre émission préférée, on parle des addictions. On parle de la drogue, on parle de l'alcool, on parle aussi de la cigarette. On parle de ces substances nocives qui détruisent des vies. Certaines personnes sombrent carrément, mais certaines personnes arrivent à se relever, à se battre et même à sensibiliser. C'est une émission qui parle à tout le monde. Prenez vos tabourets. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Comme vous le savez, les Femmes d'ici, c'est disponible du lundi au vendredi. Nous sommes disponibles, du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et nous sommes aussi sur Facebook, donc n'hésitez pas, mettez les cœurs. Ça fait longtemps que vous ne partagez pas beaucoup le direct, là. Je ne comprends pas trop, là. C'est quoi, là? Vous êtes trop habitués, là, à nos visages. On risque de disparaître, alors. Partagez. Jusqu'à ce qu'on vous bloque. Et voilà. Exactement. Vous faites la capture pour envoyer. Alors, comment ça va, les filles? Ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver, comme d'habitude. Merci, nous Toi, aussi. Yasmine, depuis qu'on a dit que tu es jolie sans perruque, là, tu vas venir nous choquer ici maintenant. Oui, on met tes cheveux dehors. Non, c'est pas ça surtout. Tu sais que j'aime les perruques. C'est que je suis dans un petit régime. Donc, je donnerai mon secret très bientôt, comme tu le sais. Donc, j'essaye de voir plus ou moins si j'ai toujours le double menton, si mon visage s'est affiné. Ouais. Donc, ça fait que quand je suis un peu grosse, j'ai l'impression que mon visage est rond. Quand je parle ici, la sondrelle, les crapauds d'une manière. Tu sais, ma maman m'a dit la dernière fois, Ouais. ah, mais Yasmine a de beaux cheveux, pourquoi elle met des perruques? J'ai dit, moi-même, j'ai Wanda, oh la mère. Non, en fait, Ouais, tu sais, beaux c'est cheveux. parce que quand tu es grosse, elle sait ce que c'est. Quand tu as un Si. visage fin, Oui. tu vois, non, tu arrives à plus le mettre en valeur. Mais quand tu es bouffi, tu fais ça, ça tombe. Bah oui, Donc, non, c'est mais je suis gênant. d'accord. Et puis, c'est comme ça, Non, mais c'est vrai que t'as perdu du poids, J'ai perdu un effectivement. peu quand même. Elle a perdu du poids Oui. parce qu'on Amen. travaille sur ça. Voilà, justement. Voilà. Que je sois belle. Exactement. Les Et tu es choses du toujours belle. marketing, on a compris qu'elle dit. Alors, les filles, aujourd'hui, on parle d'addiction et nous sommes déjà avec nos invités qu'on va applaudir sur ce plateau. Yassoua Souleymane. Yassoua Souleymane, artiste. Ah, Yassoua, ça va? Oui, ça va, ça va. Très bien. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton addiction. Oui. Tu as été accro à une substance. C'est laquelle? L'alcool. À l'alcool. Ouais. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. D'accord. On va en savoir plus tout à l'heure. Fatim Yapo, mannequin photo. Fatim Yapo, ça va? Oui, ça va. Tu es belle. Bah, c'est normal, t'es un mannequin. Oh là là, tout de suite. Alors, tu as été accro à quoi, dis-nous? À la drogue, À la drogue, la vraie drogue même. Ouais. OK. Pendant combien de temps? je dirais 2 ans également. 2 ans. Très bien. Donc, aujourd'hui, vous allez prendre le temps de nous expliquer. Hein, les filles, on va prendre ce premier témoignage-là et après, en deuxième partie d'émission, on aura des experts qui viendront nous expliquer un peu comment s'en sortir. D'accord? OK. Donc, je vais peut-être commencer par toi, Souleymane. Comment est-ce que tu as connu l'alcool? Surtout quand on entend Souleymane, normalement, tu es censé être le roi Salomon, qui est loin là-bas. Islamien. Ah. À la base, oui, je suis musulman. Ouais. Je suis musulman et je vis à Paris. Je vis à Paris, ça fait 12 ans. OK. Et tout a commencé par une rencontre que j'ai eue avec un ami. OK. Et il m'a demandé un service. Le service qu'il m'a demandé, c'était de lui ramener son argent. Ramener son argent, Voilà. comment? Ramener de l'argent. Il avait de l'argent à Paris OK. parce que c'est un homme d'affaires. Et j'ai récupéré l'argent que j'ai envoyé. Quand j'ai envoyé, lui, ceux chez qui j'ai récupéré les sous, il a dit qu'il n'avait pas reçu. Et lui et moi, on s'appelait tous les jours, on causait. Pour moi, c'était le frère que ma mère m'a pas donné. Donc, un soir, je suis parti à Clignancourt, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Je voulais manger du placali. C'est ça. Donc, je suis parti et j'ai mangé avec un ami. Quand je suis sorti du restaurant, le jeune chez qui j'ai récupéré l'argent que je ne connaissais pas m'a accosté. Il m'a accosté, il m'a dit « Est-ce que tu me reconnais ?» Bon, je pense qu'il a reconnu plutôt ma voiture. Parce que j'avais acheté une nouvelle voiture à l'époque. Vu que là-bas aussi, je suis en tant que chauffeur VTC. D'accord, Voilà. OK. Donc, il a reconnu ma voiture. Et tout de suite, il m'a accosté. Il m'a demandé est-ce que je le reconnais. Je lui ai dit non, que je ne voyais pas trop le visage. Parce que là-bas, je ne fréquente pas trop le milieu. C'est ça.
Donc, il m'a dit non, que c'est chez moi, vous êtes venu prendre l'argent et tout. Il dit, ah oui, comment tu vas? On dit quoi, le gars? Il y a longtemps, on dit quoi? Il dit non, que ça fait un bon moment qu'il me cherche. Il paraît que j'ai fui avec l'argent. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, non, tu te rappelles tel jour, tu es venu. J'ai dit, oui, effectivement, je vois ton visage maintenant. Il dit, non, qu'il paraît que j'ai fui l'argent. Donc, tout de suite, je suis surpris. J'appelle tout de suite l'ami en question. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Il me dit, non, que c'est un malentendu. C'est pas... Il a raconté une histoire. Il s'est sorti par là. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont pris, ils m'ont séquestré. Merci. Ils m'ont envoyé d'abord à la gare de l'Est. De la gare de l'Est, après, vers 18h, vu que quand nous approchons l'été, le jour ne tombe pas vite. Exactement. On peut aller souvent jusqu'à 20h, il fait encore jour. C'est ça. Donc nous avons traîné là-bas jusqu'à vers 19h, 20h. Ils m'ont pris pour m'envoyer à Noisy-le-Grand. Arrivé à Noisy-le-Grand, ils ont commencé à me tabasser. Je les ai dit d'attendre que j'allais appeler un ami qui allait ramener les sous. D'accord. Parce qu'ils m'ont demandé de donner au moins 5 000 € pour qu'ils puissent me libérer, pour qu'après, on puisse vraiment régler le problème comme il se doit. Ok. Suite à ça, j'ai appelé l'ami. L'ami, automatiquement, quand j'ai expliqué dans quelle situation j'étais, l'ami, il a appelé la police. Ouais. Et là-bas, ils ont un système, ils te géolocalisent par rapport au téléphone. Donc, ils ont rappelé, pendant qu'ils me tabassaient, ils ont rappelé. Et je les ai dit non, que c'est l'ami en question qui appelle pour pouvoir donner les sous. Donc, quand j'ai décroché, la police, elle m'a géolocalisé. Elle a dit c'est la police. Et comme j'étais couché et qu'ils me tapaient, bon, j'avais grossi, donc j'ai essayé de courir, j'étais déjà essoufflé. J'ai dit attendez. C'est l'agent, attendez. Donc, je lui ai parlé, j'ai dit OK. Elle a dit c'est la police. J'ai dit OK, bon, nous sommes à Noisy, OK. Et lui, il a dit, bon, donne-moi le téléphone. L'un d'entre eux a dit, donne le téléphone, je vais parler au monsieur en question. D'accord. Et quand il a pris le téléphone, il a su que c'était la police. Et ils sont venus. Ils m'ont tabassé, ils ont fui. La police était là en moins de 2 minutes. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que la drogue, l'alcool, en fait, tu as été accro réellement? Quand je suis sorti de là, psychologiquement, j'étais atteint. J'étais démoli. D'accord. Parce que j'essaie d'avoir une vie quand même effacée. J'aime pas trop m'exposer. Ouais. Même si je connais beaucoup d'hommes à Paris, j'ai vis vraiment effacé. Ok. Et j'avais jamais bu jusqu'à là. Je me suis senti sale. J'ai eu honte. Ok. Excusez-moi, j'ai encore... Ouais. Voilà, donc, je me sentais plus dans ma peau. Ok. Parce que les gens ils me voyaient tout le temps avec de nouvelles voitures. Vu le travail de VTC qu'on faisait, les gens ne comprenaient pas. Ils se disaient, qu'est-ce que je fais? Vous savez, en général, nous, les Blacks, nous sommes beaucoup en communauté. Et comme nous sommes en communauté, on cherche toujours à savoir la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? Il parle avec qui? Pourquoi il ne se mélange pas? Bon, c'est pas sans aucune prétention. C'est ça, bien sûr. J'aime pas le métro. Ok. Donc, quand j'ai pas de voiture, je ne sors pas. Mais du coup, D'accord. c'était quoi la quantité de consommation d'alcool, par exemple? J'ai plongé. J'avais besoin d'alcool pour dormir. J'avais besoin d'alcool pour ne pas réfléchir. Parce que je me sentais... Donc, tu es allé comme ça un jour à la boutique, tu as dit, je veux de l'alcool. Non, quand je suis rentré, déjà quand j'ai C'est été... pas chez le Mauritanien. Je sais pas. Je veux dire, tu Non, vois. quand j'ai été tabassé, ils m'ont ramené après à l'hôpital. Ok. Ils m'ont ramené à l'hôpital. Après, il fallait porter une plainte et tout. Quand je suis rentré, je n'avais plus le goût de sortir. Et là-bas, nous avons des épiceries juste en général dans les quartiers. Ok. Et bon, l'épicier, il me connaissait bien, donc j'ai commencé doucement avec du Jack sans faire de publicité. Ok. Doucement, que j'avais en bas du lit, que je buvais régulièrement. Ok. Je buvais et après, Tu pouvais je plus pouvais t'en plus me passer. contrôler. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu as eu beaucoup de séquelles en fait physiques qui t'ont aussi vraiment mis mal à l'aise? Parce que vu qu'on t'a tabassé, il va sûrement avoir des plaies, peut-être un bras cassé ou des douleurs dans les côtes qui t'ont permis peut-être de ne pas être très actif dans ton travail après tout ce qu'ils ont fait. J'en ai eu des douleurs. Ouais, Pour ceux qui connaissent un peu, j'ai porté ma plainte à Noisy-le-Grand. ouais. Le numéro même de ma plainte, ceux qui Pas veulent grave, c'est vérifier. pas grave tout ça. on a Voilà, besoin de donc j'ai porté ma plainte. Suite à ça, ils m'ont fait voir le psy Ouais. des policiers. Ouais. Parce que ils ont senti que j'étais vraiment touché. C'était vraiment mal. Voilà, c'était ma première fois de vivre ce genre de situation. Donc quand j'ai porté, après ils m'ont fait voir le médecin aussi des policiers. Ils ont prélevé 35 points de suture. Il fallait que je fasse une radio. Waouh. Ben, après, suite à l'alcool, j'ai plus suivi. Tu n'as plus suivi. J'ai plus suivi parce que ma société, elle a fermé.
Et j'ai perdu ma nouvelle voiture, j'ai quasiment tout perdu. Tu as tout perdu. Mais parce que tu n'étais plus en état, en fait, d'aller au travail. Effrayé peut-être aussi. Tu ne travailles plus parce que tu t'es laissé sombrer dans J'étais effrayé et quand ils m'ont agressé, ils sont partis avec la clé de ma voiture. Waouh. D'accord, on va revenir à ça. Fatim Yapo, tu as commencé Toi, c'est la drogue, par Oui, contre. c'est la drogue. Depuis combien de temps? Depuis 2019, à cause des disputes entre les parents. OK. Voilà. Parce que à chaque fois, je dirais que mon père, il a eu assez de femmes, vous voyez. Et beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Donc, elle ne s'entendait pas. Les enfants aussi, c'était pareil. Et puis, papa aussi, lui aussi, il n'était pas là. Bon, il était tout le temps parti. Quand il venait aussi, c'était rare qu'il s'entendait avec ces femmes-là. Donc, ça agissait sur nous. Souvent, même pour avoir de la nourriture, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc, comment faire? Je ne savais pas quoi faire. J'étais tout le temps partie pour essayer d'oublier, mais je n'arrivais pas. Donc, j'ai commencé à suivre certains amis. Je dirais des vagabonds, voilà, des jeunes de la rue, voilà. Donc, j'ai commencé à les fréquenter. C'est comme ça, j'ai essayé plus que eux fumaient aussi de la drogue. Le Cali. Voilà. Cali, c'est ça. Ganja. C'est quoi, Cali? Cali. Mais c'est quoi? Comment c'est de la drogue, là? C'est un peu comme des herbes, OK. voilà. Un peu comme des herbes, et puis... Mais ils t'ont dit quoi pour que tu goûtes? Ils t'ont pas... Tu savais que c'était de la drogue? Oui, je savais que c'était la drogue. Mais je leur ai demandé qu'est-ce que ça pouvait faire. Ils m'ont dit que ça pouvait m'aider à oublier certaines choses. Ah, Voilà. Donc, je leur ai dit, OK, comme c'est comme ça, je suis partante, je vais essayer. OK. Est-ce que C'est dans ça tu te je sentais suis bien restée. après? Très bien. Très bien. bien. Très bien. Parce que ça me permettait de m'évader, au fait. J'oubliais tous les soucis. Parce qu'avec toutes ces disputes-là, aux alentours même, lorsqu'il y avait des bruits, tout le monde savait que c'était chez moi à la maison. Il y avait des disputes. Donc, ça faisait que je n'arrivais plus à sortir. Tu avais beaucoup honte devant tes amis. Très honte. Et dès que tu te disputais, quelqu'un te rappelle que mais chez toi, toujours pas là, c'est celui où tu as venu faire bouche. C'est ça. Et tu ne pouvais plus fréquenter les gens de ton milieu, sûrement. Oui. C'est pour ça que tu allais avec les vagabonds. Ah, c'est Eux, ils te ça. respectaient un peu quand même. Oui, ils me Ils te respectaient. valorisaient peut-être. Oui, parce que j'étais la seule fille. Voilà, donc tu avais J'étais plus la de seule valeur. fille. Et tu avais besoin de cette affection. Oui, oui. Et tu puis, n'étais j'ai pas à dit- l'école? Bon, à cause de tout ça, j'avais stoppé. OK. Voilà, je n'allais plus à l'école, je restais à la maison. Tu n'as jamais fugué? Non. Tu es resté là et tu as accepté la situation. Oui, j'ai accepté. Tu as combien de frères et sœurs? Je dirais, au total, nous sommes plus de 15 enfants. D'accord. Et est-ce que quand tu as commencé à prendre la drogue, tu t'es un peu isolée? Comme tu dis, ça te permettait de t'évader, donc tu t'es un peu isolée. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes parmi tes frères, tu sens que quelqu'un a un comportement, enfin, a le comportement que toi tu as eu au moment où tu consommais? Non. Est-ce que tu fais plus attention à eux? Oui, je fais plus attention à eux parce que je surveille plus mes petites sœurs. Voilà, parce que je ne veux pas qu'elles soient comme j'ai été avant. Donc, je les surveille plus et puis je leur donne assez de conseils. Maintenant, la drogue, là, vous trouvez ça où, en fait? Non, mais en fait, je comprends pas. C'est quoi? Vous partez acheter parce qu'il vous faut de l'argent? Oui, c'est ça. Bon. En fait, moi, particulièrement, je ne partais pas, mais ces jeunes-là savaient où en avoir. OK. Et Donc, eux, ils ont miné et puis nous, on l'utilisait. c'est tout. puis, il n'y a Fréquentez pas eu les- de problème avec la police un jour, dans les fumoirs? Tu fréquentais les fumoirs? Oui, souvent. Et t'as pas eu de maladie? Parce qu'on dit souvent que quand on prend, il y a les mêmes seringues, enfin, je sais pas, les mêmes... mais elle, Non, c'est non, pas je seringue, ne c'est pas pas- utiliser. c'est la- Ça, c'est Cali Ganja. Ah, donc C'est ça, ça, c'est la pomme plus... malais fumée, la Donc ça, c'est ça. plus léger, en fait. Ça, Bon, c'est ça léger, pas, c'est qu'elle se drogue. Oui, je peux dire ça, c'est léger par rapport aux autres, en fait. OK. Mais ça procure quand même l'effet que tu souhaitais. Toi, tu voulais juste oublier. Oui, c'est ça. Et du coup, c'était l'alternative. Mais quand ça passait, enfin, quand tu planais et qu'après tu revenais à toi, comment tu te sentais? Donc, quand ça passait, Elle avait faim. c'est ça, Ça donne faim, Cali. très fin. Ah. Ah, mais peut-être tu n'as pas grossi. Ah, tu mangeais quoi? Ça, c'est l'argent que quand tu marches, tu manges, je grossis pas là. La première fois, lorsque j'ai essayé, j'ai eu assez de vertige et puis j'ai beaucoup dormi. OK. J'ai beaucoup dormi. Et lorsque je me suis réveillée, bon, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer encore? C'est bon. Hein? La c'est sensation vraiment une drogue, t'a hein. plu? Non, elle voulait surpasser la sensation. Voilà. Pour voir ça. pourquoi les autres, ils sont bien. Pourquoi toi, tu as eu vertige. Toi aussi, tu C'est étais ça. décalé pour te mettre dans une science. Donc, je suis ça, hein. venue, je suis venue les dépasser même. Tu as vu la dépasser même. Donc tu fumais tout le temps, tout le temps. Ouais, je fumais tout le temps. Mais tu étais une grande dangereuse.
Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé, vous avez décidé de quitter, de partir? Est-ce qu'il y a eu de gros dégâts et tout? Vous vous êtes dit, je quitte dans ça? Bon, moi, personnellement, c'est mon fils. OK. C'est mon fils. Mon fils a joué un très grand rôle. Il a 9 ans. OK. C'est mon seul fils pour le moment. L'héritier. Ouais. Il a joué un très, très grand rôle. À chaque fois qu'il venait, j'ai abandonné la prière, je ne priais plus. Ouais. J'avais honte de mes amis. Parce que c'est comme si tout le monde disait aujourd'hui, ah, c'est ce qu'il fait. On m'a traité de brouteur, on m'a traité de tout. Ouais. Voilà, donc j'avais vraiment honte, je me sentais sale. Et ce dernier même, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, règle le problème, enlève-moi dans cette histoire. Tu sais que je ne suis pas comme ça. Vraiment, c'est un service que je t'ai rendu. Et qu'à chaque fois que je lui disais, il me dit, je vais régler. Je vais régler, je vais régler. Et ça a duré 2 ans? 2 ans. Ouais. Et c'est un jour, mon fils est quitté de l'école. Il est rentré avec un de ses amis. Et quand il est rentré, j'étais dans un état pitoyable. Ouais. Là-bas, les enfants, l'école finit à partir de 16h30. Ouais. Et mon fils, il habite à 10 minutes de l'école. Donc, le temps d'arriver, 16h45. Il vit avec sa maman. Et sa maman, j'étais à la maison. Et quand il est rentré, j'étais vraiment pas bien. Et avec ses amis avec qui il est rentré, il a eu honte. Oui, c'est ça. Donc, il a demandé à ses amis de repartir et il a commencé à pleurer. Il m'a dit, papa, j'ai toujours cru. Excusez-moi, j'ai jamais parlé de ça comme ça. C'est une thérapie un peu pour moi. Désolée. Il m'a dit, papa, tu es un bon chanteur, je te fais confiance. Pourquoi tu te détruis? Pourquoi tu fais tout ça? Suite à ça, la dernière bouteille que j'avais, je suis allé aux toilettes, je l'ai versée. Et j'ai juré de ne plus boire. Mais très courageux de votre part. On salue ton enfant. Tu as dit qu'il avait 9 ans. Il C'est un s'appelle enfant Wesley. très intelligent. Ouais. Wesley. Ouais, Wesley. Bisous de D'accord. la part de Très bien. Yachou. Wesley a pu aider son papa. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai juste moi-même décidé de stopper. Parce que je me suis dit que c'est pas à cause des parents que je vais gâcher ma vie. Voilà. Les disputes qu'ils font, ça, c'est entre eux. C'est ça. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, ma vie à part. Eux, ils sont déjà vieux, donc Bien sûr. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai encore la vie devant moi, donc... Est-ce que ça a été facile de t'en sortir, vu que tu fumais beaucoup? Comment est-ce que tu as procédé? En fait, moi, je dirais que c'est la décision. J'ai juste pris ma décision. Voilà, parce que... Tu as vu que ça t'apportait rien, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai eu la volonté de vouloir stopper. Et du coup, tes amis, les amis avec qui tu te Bon, j'ai sentais arrêté bien, de qui les fréquenter. valorisaient, Tu as tout comment est-ce qu'ils arrêté. ont perçu ça? Bon, dans les débuts, bon, ils se sont fâchés contre moi. Ils ont essayé de me convaincre de reprendre, mais... Ben, Du c'est coup, bon. tu y Tu as as stoppé. Voilà. C'est ça. C'est très bien. En tout cas, nous, on est fiers de vous. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et on espère que ça va impacter, que ça va inspirer de nombreuses personnes qui sont encore dans cette situation-là et qui se demandent quand est-ce que je vais arrêter. Ben, la décision, il faut la prendre maintenant, tout de suite, et il faut la respecter. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la deuxième partie de cette émission. Et entre-temps, nous avons été rejoints par Samuel Traoré, addictologue psychiatre. Samuel Traoré, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue chez les Femmes d'ici. Merci. Addictologue psychiatre. Oui. Un addictologue, c'est quoi? Un addictologue, c'est un spécialiste de la prise en charge de celui qui soigne les addictions. D'accord. Voilà. Addiction, tout confondu. Addiction comportementale et addiction aux substances. OK. Voilà, on va expliquer peut-être un peu plus après. D'accord, très bien. Ensuite, Jean-Claude Amessan, père éducateur. Jean-Claude Amessan, père éducateur, bonjour, bienvenue. Merci. Ça va? Très bien. Très bien. Tu sens que Jean-Claude Amessan, c'est dangereux. Irie Djebi. Irie Djebi, voilà, chez les Femmes d'ici. Oui. Tu es père éducateur aussi. Oui, père Alors, vous êtes éducateur tous deux aussi. pères éducateurs. Donc, vous avez peut-être donné la définition de c'est quoi un père éducateur. Bon, un père éducateur, c'est la personne relais, la personne qui est entre le consommateur et puis les centres de santé. D'accord. Donc, ça peut être n'importe qui. Oui. Ou alors, Amessan, Oui. Pourquoi pas? t'es pas très convaincu. Parce qu'il faut, pour être vraiment un père éducateur, c'est pas forcément que tu sois dans la chose.
Ouais, ça peut être un ex-toxicomane. Oui, aussi. pourquoi pas. Comme nous, par exemple. Ah, vous êtes des ex-toxicomanes. Voilà. Très bien. Bon, on en parle dans cette émission. Pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens, comment aider un parent ou un ami à se libérer d'une addiction? On vous écoute. Dans un premier temps, il faut amener l'enfant à avoir confiance en vous et vous confier. S'il se confie à vous, à partir de là, vous pouvez l'aider. Parce que s'il s'est adonné à ce fléau, c'est dû peut-être à un souci, à un problème qu'il a. Donc il faut chercher d'abord, dans un premier temps, à comprendre ce pourquoi il s'est mis dans cette addiction. Et quand on arrive à découvrir cela, si seul on n'arrive pas à le faire sortir de là, il faut le confier maintenant à un centre spécialisé pour le sortir de son addiction. Pour aider un parent qui souffre d'addiction, c'est très simple pour moi concernant moi, c'est qu'il faut simplement lui donner prodiguer des conseils, c'est-à-dire le faire asseoir, lui expliquer que l'alcool, ce n'est pas bien pour la santé, la drogue, ce n'est pas bien pour la santé, et puis mener des voies et moyens de sorte qu'il puisse arrêter en étant constamment avec lui, pour qu'il puisse s'habituer aux choses des biens et pas des nocifs comme la drogue, comme l'alcool. Je vais lui dire, en tout cas, l'alcool et puis la drogue, c'est pas bon pour la jeune de nos jours. Vraiment, quand on fait ça, c'est comme on ne sait pas que bon, demain, ça peut nous donner beaucoup de choses. Allez, ça peut te rattraper demain. Tu vas voir que demain, tu te trouves avec... vraiment, je ne sais pas si tu peux te trouver sur la route comme un délinquant ou bien soit comme un fou. Or, tout ça, la drogue, moi, je conseille les jeunes arrêter. La boisson arrêtée. C'est ce que moi je peux les conseiller. Concrètement, il faut les envoyer à connaître ce qu'on appelle Dieu. Il faut les envoyer dans les églises, il faut les parler à faire de Dieu, il faut les toujours motiver à aller à l'église. Ils vont laisser, parce que sauf Dieu seul qui peut changer notre vie. Dieu peut changer notre vie. C'est tellement vrai. Samuel Traoré, Oui. tout de suite quand on parle d'addiction, et on l'a vu dans le micro-trottoir, quand on dit addiction, on pense tout de suite à la drogue et à la limite même encore à la boisson. Mais il y a d'autres substances, il y a beaucoup de choses auxquelles on peut être accro. Oui, comme on le disait tantôt, quand on parle d'addiction, il y a des addictions aux substances et puis des addictions au comportement. Okay. Concernant les substances, effectivement, il faut dire le terme la drogue, ce n'est plus trop le terme adapté. On dit les drogues aujourd'hui. Okay. Parce que même le tabac, l'alcool et les stupéfiants qu'on appelle drogue habituellement sont tous considérés comme des drogues. Ouais. Okay. Une drogue, en fait, c'est une substance qui modifie le fonctionnement du cerveau. Et on a combien de sortes de drogues, par exemple? Alors, les différents types de drogues, c'est en fonction des effets, en général. Les drogues sont classées selon l'effet. Est-ce que c'est un effet dépresseur, c'est-à-dire qui ralentit le fonctionnement du cerveau? Par exemple, quand vous buvez de l'alcool, vous avez tendance à peut-être à dormir. Si vous prenez ce qu'on appelle les benzodiazépines, je ne sais pas si vous avez entendu souvent parler du Valium, par exemple, qui aura tendance à entraîner un ralentissement, un effet de sommeil, de somnolence. Okay. Ça, c'est les dépresseurs. D'accord. Maintenant, à côté des dépresseurs, on a ce qu'on appelle les stimulants. Ils accélèrent le fonctionnement du cerveau. Souvent, vous entendez les jeunes dire « je vais prendre quelque chose pour m'enchiqueter un peu ». Ouais. Voilà, ça réveille un peu, ça donne un peu plus de punch. Les boissons énergisantes? Les boissons énergisantes un peu. Okay. Et il y a aussi, dedans, il y a ce qu'on prend, il y a même la cigarette. Parce que souvent, il y a des consommateurs, le matin, sans avoir pris leur tige de cigarette, c'est difficile de commencer le travail, ils ne sont pas encore éveillés. Okay. Donc c'est un effet stimulant. D'accord. À côté de cela, on a un effet qu'on appelle les perturbateurs. Là, c'est la troisième catégorie. C'est, comme on le dit, c'est ceux qui mélangent un peu la tête. Voilà. Quand vous les prenez, ça crée un petit désordre, ça peut créer une petite euphorie aussi, au passage. Mais il faut dire que les effets sont fonction aussi des doses. Est-ce que le café, c'est une drogue? Le café est considéré comme une drogue, puisque une drogue entraîne
Je dis ça à cause de ta perturbation. voisine qui est là, Oui. celle qui a les tresses. Du moment où une substance entraîne une modification du fonctionnement du cerveau, Ok. si vous êtes moins éveillé, que vous prenez une substance qui vous éveille un peu plus le matin, c'est une drogue. Eh, Voilà. Si vous buvez pour vous rendre un peu plus actif, un peu plus avenant, pour rentrer plus facilement dans la communication, ça modifie le fonctionnement habituel, vos humeurs, votre comportement, c'est aussi considéré comme une drogue. Il y a aussi l'habitude des somnifères aussi. Oui, sont dans aussi les des drogues, effectivement, dans ces 4 catégories, il ne faut pas oublier de ranger certains traitements médicamenteux qui sont détournés de leur usage, de l'usage médical. C'est-à-dire, je prescris un traitement pour une pathologie, une maladie précise, et à un moment, le médecin vous demande d'arrêter le traitement au bout de 3 semaines, par exemple. Et vous, l'effet vous a tellement fait du bien que vous décidez de poursuivre en dehors contre avis médical. Ouais. Ça devient pour vous une addiction, finalement. Waouh, très bien. Et vous, Amessant, Amessant et Irié, vous êtes des ex-toxicos. Oui. Vous avez été dans c'est la drogue? Oui. Ok. Depuis combien de temps? Enfin, quand je dis la drogue, Ou, c'est Cali. Bon. Puisqu'il dit il y a les drogues maintenant, donc on ne dit plus la drogue, mais le truc là. Bon, il y en a plusieurs. Même le truc là, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons de fumer. Bon, d'abord, je vais dire un peu ce qu'on connaît tous. Il y a l'héroïne, la cocaïne, et puis le cannabis. Et puis il y a d'autres encore. Mais nous, dans notre jargon, l'héroïne, c'est le pao. Et la cocaïne, c'est le yor. Et puis, le cannabis, c'est le gban. Bon, il y a plusieurs façons de fumer aussi, parce que on fait, par exemple, le freebase. Le freebase, c'est le mélange de la cocaïne et du cannabis. Ouais. Ça, c'est le freebase. Maintenant, le pao, c'est le mélange. Mais c'est pourquoi, en fait? C'est pour être beaucoup plus fort? Non, c'est pas pour être plus fort. Je peux dire, comme tout à l'heure, le frère l'a dit, noyer ses soucis. Hein, une manière de noyer tes soucis. Voilà. Parce que moi, quand je suis entré dedans, c'est un gourmet qui m'a fait entrer dans ces choses. Oui, histoire d'oublier un peu. Ouais. Tu dois être amoureux, hein? Ben, je suis gros. Il est gourou. Ah, les gros, oui, c'est vrai, vous aimez beaucoup. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, toi, tu prenais quoi, les yor? Non, dans un premier temps, puisque je manquais de sommeil, si je prends yor, je n'ai pas dormi. Donc, pao pour piquer. Voilà, donc je prenais beaucoup les pao, histoire de dormir, histoire pour dormir, oublier, tout ça. Bon, ça, je l'ai utilisé une semaine. Hein. J'ai pris pendant une semaine le pao. Bon, après, j'ai dit, bon, écoute, c'est pas à cause d'une femme, je vais me détruire la vie. Donc, il faut que j'arrête tout ça. Et c'est quand j'ai arrêté que j'ai vu que, ben, écoute, c'est quelqu'un aussi qui est très jaloux, hein. Il ne veut pas te laisser. Hein. Oui, parce que tu fais un syndrome de manque. En bon français, on dit syndrome de manque, mais chez nous, on a dit ça Jones. On appelle ça Jones. Mais ça se passe comment? Voilà. Bon, il y a plusieurs façons de manifestation. Ça dépend des organismes. Moi, par exemple, j'avais des douleurs vraiment aiguës au niveau de l'abdomen, du ventre. Donc, j'avais très mal là-bas. Et d'abord, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai mal au ventre. En tout cas, j'ai toutes sortes de douleurs. Mais comment tu as fait le rapprochement entre le pao et tes symptômes? C'est pas moi qui l'ai su. Parce que moi, bon, écoute, donc moi, tout de suite, c'est l'hôpital. Mais c'est les amis qui m'ont initié, qui ont commencé à me dire, ben, écoute, ce qu'on t'a fait fumer là, c'est le pao. J'ai dit, oui, je sais. Mais ce que tu es en train de vivre là, on appelle ça le Jones. Pour que ça s'arrête, il faut que tu fumes encore. J'ai dit, waouh, pourquoi? Donc ça, je ne peux pas laisser, quoi. On dit, ah, tu fumes ou bien tu meurs. Bon, mais voilà, maintenant, je suis là, il n'y a pas de solution. Et là, comme j'étais ulcéreux, en plus de ça, ça a aggravé ma situation. Oui. Donc là, j'ai rendu toute la nuit, j'ai rendu pendant 3 jours. Je vais aux toilettes, ça ne s'arrête pas et j'ai commencé à penser à la mort. J'ai dit non, là, c'est pas la peine. Et quand c'est comme ça, tu as honte, tu ne peux pas dire aux parents proches que oui, écoute, voilà, j'ai fait ça, voilà ça. Donc, je suis parti directement là-bas, j'ai payé encore, on a fumé et quand on a fumé, j'ai attendu 2 jours
Mais là encore, c'était plus fort. Donc, je suis allé encore fumer, puis bon, voilà, je suis Donc, tu es rentré dans une spirale comme ça pendant Voilà, combien de temps? Oh, pendant des années. Hein. Pendant des années. Pendant des années, ça ne m'a pas lâché. OK. J'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup, vraiment beaucoup souffert. Même quand j'ai commencé à travailler, je résistais toujours. Je disais non, écoute, je ne peux pas rester dans ça. Je continuais toujours. Mais avec l'aide de mes médecins, ça a commencé à aller un peu jusqu'à... Donc, tu avais commencé à prendre la tâche... Ouais. Tu as pris la tâche avec des médecins? Non, pas là. Ça, c'est quand un ami a vu tout ça et me connaissant, il a dit, bon, Ézéchiel, moi, je travaille quelque part. Je voudrais que tu viennes voir là-bas. Tu vas travailler aussi. Okay. Donc, c'est quand il m'a emmené maintenant dans la structure que j'ai découvert tout ça, les médecins, machin, tout ça, tous les conseils. Et bon, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Très bien, d'accord. À Messan, c'est pareil, tu es un ancien toxico? Oui. Ce qu'il vous dit est vrai, c'est pas faux. Et je voulais vous dire quelque part que vraiment, c'est pas bien. La drogue n'est pas bon. Mais une fois que tu es attaché, c'est vraiment difficile de s'en sortir. Qu'est-ce qui t'a mis dedans? Moi, c'est les amis. Ouais. Avec les amis, on faisait des soirées. Et comme ça, on s'est amusé à rencontrer des personnes qui nous ont proposé ça. Et puis, bon, comme on avait, on s'est dit, mais pourquoi pas l'essayer, puisqu'avant on fumait de l'herbe. Et on a essayé, on a vu que c'était pas trop ça au début, mais après, quand le corps s'est habitué à ça, on a trouvé que le lendemain, quand tu te réveilles, tu as mal partout. Tu te retrouves pas. Donc j'appelle mes amis, j'ai dit, mais quoi, les gars, je me sens pas, hein. Ils me disent, oh, lève-toi, fais l'effort, viens, et puis tu vas comprendre. Donc je me levais, je m'habillais, et puis j'allais les retrouver. Et dès qu'ils me donnaient ça tout de suite, paf, ça allait. Mon mal était parti tout de suite. Je me sentais tellement bien que j'étais déjà prêt à recommencer encore. Donc j'ai dit, ah, donc c'est comme ça. D'accord. Maintenant, je l'achetais, je le gardais avec moi. Et comme ça, quand j'avais mal, je fumais. Et pas fini, ça m'accrochait. Et ça a duré des années, des années. Wow. Alors, le caillou qui est reconnu, qui est communément appelé dans les pays européens le crack. Oui. Parce que c'est les yo, c'est ce que vous mettez sur les trucs pour aspirer, là. Oui. C'est quelque chose qui vous fait monter, mais ça ne dure pas, vous redescendez aussitôt. Et c'est cher. Oui. Et du coup, je vois que les gens qui sont beaucoup addicts, c'est-à-dire les gens qui sont habitués à ça, souvent même vous les voyez en train de chercher par terre, s'il n'y a pas quelque chose qui est blanc, peut-être un caillou est tombé, ça vous rend pratiquement dans une... Ouais, ah, oui, c'est ça. Voilà un peu, hein. Mais je découvre, Yasmine, je ne sais pas. Ce que tu dis n'est pas faux. C'est ça, non. Là, là, tu vas chercher quand tu vas te mettre dans une situation difficile. Oui. Maintenant, c'est une substance qui vous fait monter. Il y a des gens même, excusez-moi de le dire, je ne sais pas si on peut dire à la télé, il y a des gens même qui juste sur eux, hein. Quand ils prennent un coup, ils peuvent même avoir des... Tellement c'est doux, tellement que ça leur donne des sensations chères de poulika. Souvent, même, tu es déjà folle. Contrairement au monsieur, ce qu'il prend qu'on appelle l'héroïne, c'est les drogues un peu marron. Ça, c'est quand vous voyez les jeunes dehors qui sont comme s'ils vont piquer. Ils vont piquer, ça, c'est l'héroïne. Ça encore aussi, c'est fatigant. Donc, dans vos deux cas, ce sont des drogues dures qui ont été très difficiles. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a le système pour vous aider à sortir de là, en dehors de votre volonté? Parce que c'est compliqué, même en Europe. Oui, d'accord, c'est vrai, il faut le dire. Mais aujourd'hui, grâce au centre qui est là, qui est mis en place, qui s'appelle le CASA. Ouais. Ah, Dieu merci. Moi, du coup, j'ai... Ouf, c'est bon. On se dit que c'est bon, mais du coup, moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous prenez la décision de devenir, par exemple, de changer, de devenir père éducateur? Mais c'est vu avec le temps et les années qu'on a regardé les petits frères qui arrivent. Et nous-mêmes, on est dedans, on voit que ce n'est pas ça. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois? Et on s'est dit un matin, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que ça, c'est pas une affaire. Hein. Ouais. Du jour au lendemain, tu te retrouves malade, tu te retrouves à l'hôpital, tout ça. Donc, à la longue, on a décidé d'arrêter, puis bon, voilà. Et du coup, en tant qu'ancien consommateur de drogue, est-ce que vous avez une certaine facilité à approcher les jeunes et est-ce qu'ils sont réceptifs à votre message? Oh oui, parce qu'on connaît bien le milieu. Et dès qu'on arrive tout de suite, tout le monde est là, ils sont contents de nous revoir, tout ça. Mais tout le monde cherche à sortir dedans, hein, parce que c'est quelque chose qui t'accroche. Une fois que tu es accroché à ça, tu deviens l'esclave de ça. Donc, quand ils voient déjà que nous, on a réussi à sortir dedans, pourquoi pas eux? Je dis c'est possible. Donc, on est l'exemple. En fait, c'est pour approcher
quelqu'un qui souffre d'une addiction, il faut manifester beaucoup d'amour. En tout cas, il faut que tu sois rempli d'amour. Parce que c'est des gars qui sont rejetés par la société, rejetés par leurs parents, rejetés même par leurs enfants, rejetés par tout le monde. Donc, ce qui fait qu'ils sont comme ça. Voilà, ils sont... Donc, ça, pour ça seulement, il faut que tu sois rempli d'amour. C'est ça. Et je vois que Dr Samuel, il est rempli d'amour. Voilà. Si tu n'es pas rempli d'amour, tu ne peux pas. Samuel, il faudra nous dire, c'est vraiment si difficile en tant que médecin de sortir de cette situation? Oui, effectivement. Aujourd'hui, il faut savoir que les addictions sont considérées comme une maladie chronique. Okay. Voilà, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Une maladie chronique, ce n'est pas pour dire que c'est une maladie grave, mais c'est pour dire qu'on n'en guérit pas, mais on parle de stabilisation. Donc il faut vraiment du temps. Voilà. Et s'en sortir, il faut, comme il le disait tout à l'heure, il faut des personnes qui manifestent, je dirais, de l'empathie. Quand il parle d'amour, le terme peut-être le plus technique, c'est de l'empathie. Pouvoir se mettre à la place de l'autre sans le juger. Ouais. Parce que la plupart du temps, on a un regard de juge. Ouais. Vous avez entendu dans certaines émissions, dans certaines interventions, il parle de donner des conseils. Donner les conseils, ça vous place déjà au-dessus de l'autre. Vous vous sentez meilleur et vous vous sentez apte à juger, à lui apporter un jugement. Alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire, en fait. Voilà. Moi, j'aimerais... J'arrive. Le docteur reçoit à peu près des personnes de quel âge? À partir de quel âge? Des jeunes, des adolescents, enfin, des adultes? Effectivement. Aujourd'hui, il faut savoir que l'âge de première consommation a vraiment baissé. On se retrouve avec des enfants. Des préadolescents, à 10 ans déjà, 10-11 ans, on peut trouver des consommateurs, voilà, des usagers. Maintenant, dans le milieu hospitalier, en fonction des services, il y a des services qui reçoivent par exemple de 15 à 21 ans ou plus. Dans ces services-là, on reçoit en général, vous verrez, 50% qui ont entre 15 et 25 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment des jeunes qu'on reçoit. Bah oui. Moi, je veux poser la question aux deux messieurs. Alors, vous savez, il y a des mamans ou des frères et sœurs qui ont aujourd'hui quelqu'un qui est dans votre situation et qui aimerait vraiment lui apporter beaucoup d'amour. Mais en lui apportant beaucoup d'amour, malheureusement, ils vont vendre la télé, souvent le matelas, souvent la télécommande. Ça, c'est pas parce qu'ils veulent voler, mais c'est parce que, comme vous l'avez expliqué, l'État là, les fatigue tellement qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Alors, comment est-ce que ces mamans peuvent approcher ces enfants pour encore les aider? Déjà qu'elles essayent de le faire, quel conseil vous pourriez donner à ces mamans? Bon, il faut dire déjà, pour un premier pas, tel qu'il est, prends-le comme ça. Ne le rejette pas. Ce n'est pas de sa faute. Tu verras qu'à la longue, un jour, il va s'asseoir et te regarder dans les yeux et puis commencer à pleurer seul. Parce que vraiment, il ne sait pas pourquoi il le fait. C'est ça. C'est quand il finit de faire la bêtise qu'il se rend compte qu'il a fait une bêtise. La drogue te pousse à faire du n'importe quoi, à mentir, à voler. Ce n'est plus toi, on ne te reconnaît plus. Mais avec le temps, à force de lui parler, lui dire ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, un jour, lui-même va s'asseoir, il va dire c'est vrai, c'est pas bon, il va te demander pardon et te demander de l'aider. Ouais. D'accord. Ce que je voulais ajouter à ce qu'il a dit, c'est que nous, à notre temps, il n'y avait pas de centre. Et c'était un sujet vraiment tabou. Quand on entend parler de l'enfant de tel fume la drogue, c'est fini. Hey, il ne faut pas te promener avec Yao. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a un centre qui s'appelle le CASA. C'est le centre d'accompagnement et de soins en addictologie. Il faut reconnaître que quand j'ai découvert ce centre-là, j'étais devenu comme un évangéliste de ce centre. Oui, je vous dis, hein, quand je pouvais prendre le BACA, j'explique aux gens que voilà, il y a un centre qui est ouvert, envoyez vos enfants. Voilà, j'étais tellement content que j'en parlais de façon ouverte à tout le monde, pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants là-bas, pour qu'eux aussi puissent être comme moi, sortis de là et puis avoir encore d'autres choses à faire. Très bien. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on continue l'émission avec nos invités. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle des addictions, la souffrance derrière tout ça. Et oui, moi, je voulais parler des rechutes.
Parce que comme le médecin a dit, on n'en guérit pas. On peut avoir des moments de calme, mais on ne peut pas en guérir. Donc le risque de rechute, est-ce que ça vous est déjà arrivé de replonger dans la drogue? Et demander au médecin il y a combien de pourcentage de chances qu'un individu anciennement toxico replonge? Alors, concernant les rechutes, lorsqu'on dit qu'on n'en guérit pas, il ne faut pas qu'on soit aussi... Voilà. Lorsqu'on dit qu'on n'en guérit pas, il ne faut pas penser que le pronostic est mauvais. Hein. Voilà. C'est pour dire qu'il ne faut pas envisager, comme dans une maladie comme le diabète, l'hypertension, il ne faut pas se dire que c'est fini, j'ai bouclé une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Toute sa vie, on est obligé de se battre pour ne pas rechuter. C'est pourquoi on parle de... Voilà. Donc, il y a toujours des risques de rechute. Et dans l'addiction, il y a plusieurs phases, en fait. Je pense qu'on va revenir rapidement là-dessus. C'est ça. La première des phases, c'est lorsque le sujet estime ne pas avoir de problème avec sa consommation. Il banalise, il devient même comme lui le disait, il était un évangéliste pour le centre, mais il y a certains qui sont des évangélistes pour des substances. Pour la drogue, ouais. Vous avez vu souvent sur TikTok des gens qui chantent des chansons pour l'alcool. Ouais. Tout ça, ils sont à ce stade-là. Là, c'est le premier stade. Et le deuxième stade, c'est un stade où on commence à se rendre compte qu'on a un problème. Mais on n'est pas encore décidé, on est un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'on balance un peu. Trop, ouais. Tantôt, je vais arrêter, tantôt on dit non, et je pense que ce n'est pas encore le moment. Après vient le stade où on se prépare à changer. Là, on est plus réceptif, on accepte plus facilement les conseils. Et on est prêt à aller vers un centre. On se prépare à aller demander de l'aide. Et le quatrième stade, c'est le stade où on est prêt à aller vers le sevrage, le stade de l'action. Voilà. Lorsque vous êtes au stade de l'action, vous préparez pour le sevrage ou bien la désintoxication, comme on le dit dans le langage populaire. Après ce stade, c'est le maintien de l'abstinence. Le sevrage, c'est progressif, c'est ça? Le sevrage, il peut être progressif, mais généralement, il est encadré. S'il est brutal, il doit être encadré par des médicaments pour aider à supporter le manque. Puis après le maintien de l'abstinence, c'est la dernière des phases, mais ça peut être une boucle. On peut un jour revenir. L'idéal, c'est de se maintenir dans l'abstinence. De temps en temps, il peut y avoir des glissements qui ne sont pas des rechutes. C'est des petits, voilà, de temps en temps, les un ton. Voilà. En dehors des un ton, il y a les vrais glissements où vraiment on est, voilà, mais après on peut revenir toujours. Voilà. Mais on peut s'en sortir. Demander au docteur et puis vous pourriez aussi répondre. Alors eux, ils ont eu plus de chance, nos deux tontons. Et vraiment, c'est une grâce. Mais on a aussi nos jeunes frères qui n'ont pas eu cette chance-là, mais qui sont devenus aujourd'hui fous. Enfin, je dis le mot fou pour ne pas dire problème mental. On les voit se balader des fois, certains même se déshabillent. Et les parents sont tellement fatigués ou la famille a tellement honte qu'on les abandonne. Parce qu'on les envoie, on dit souvent, il y a des centres au Ghana, c'est là-bas que la plupart des gens mènent leurs enfants. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'état de folie? Et comment prendre les choses très vite? Est-ce que ça se soigne? Est-ce que la personne va se retrouver un jour? Alors, la folie, les troubles mentaux, comme on dit aujourd'hui, alors, c'est des complications de la consommation. C'est-à-dire que lorsqu'on n'intervient pas vite, voilà. Et il y a certaines substances qui poussent, qui vous emmènent plus facilement vers la folie que d'autres. Le cannabis, par exemple, qui est dans les drogues, il y a ce qu'on appelle les drogues dures, mais ce n'est pas de bon terme. Aucune drogue n'est légère. Voilà. En fonction de la personne, un sujet peut être plus fragile à une drogue qui est dite douce. Ouais. Il y a des patients, des jeunes, après un seul joint de cannabis, qui ont fait des bouffées délirantes aiguës qu'on a retrouvées à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Pourtant, pour certains, il faut une consommation plus prolongée. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut vite intervenir lorsqu'on est confronté à ces addictions-là pour ne pas que le sujet, finalement, développe une complication psychiatrique de sa consommation, pour ne pas qu'il développe une maladie mentale qui vient s'ajouter sur la consommation. Et si c'est le cas, il faut juste envoyer à l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas de médicaments? Il ne faut pas forcément à l'hôpital si c'est le cas. Si le trouble est déjà installé, vous êtes obligé de l'envoyer vers un centre de santé mentale, l'hôpital psychiatrique. À Abidjan, il y a l'INSP, le service d'hygiène mentale, ou l'hôpital psychiatrique de Bingerville pour les centres publics. Voilà. Mais lorsqu'il n'est pas dans un trouble mental, ils ont parlé du CASA tout à l'heure, je pense que c'est l'occasion de féliciter le programme national d'addictologie, de tabac d'addiction et des drogues, qui fait un formidable boulot, qui a mis en place avec des ONG le CASA, qui travaille dans ce sens-là. Et là, dès lors que l'addiction est installée, il faut motiver des patients à aller vers ces centres-là. Quand ils vont vers ces centres-là, il y a des thérapies de substitution, par exemple. C'est payant?
c'est pas payant. Ils pourront vous le dire. Waouh. Voilà. Ah ben donc on les félicite Ah, vraiment. bien sûr, mais du coup, c'est quoi? On reçoit la personne addicte à une substance, on la garde ou elle vient juste en consultation et elle retourne chez elle? Parce que je me dis que le risque peut être important si, par exemple, elle vient juste en consultation et qu'elle retourne dans l'environnement où il y a la possible consommation. Bon, la personne retourne en famille. C'est-à-dire, il vient, il prend son traitement. D'accord. Et puis, Il retourne en famille. voilà. Est-ce que vous associez les parents, du coup, aussi? Oui, on associe les parents parce que là-bas, on a un programme chaque fin du mois qui est appelé Family Lunch. Donc, à Family Lunch, on fait venir les parents et pour montrer aux parents que l'enfant, il n'est plus ce que vous pensez, qu'il n'est plus usager de drogue. C'est quelqu'un qui a compris sa situation et qui est en train d'aller sur de nouvelles bases. Donc, à vous aussi, c'est-à-dire que le CASA a deux fonctions dans ce sens-là. C'est-à-dire ils éduquent les parents et ils éduquent en même temps l'enfant. Si vous voyez. Parce que si on éduque l'enfant seulement sans éduquer les parents, il y a un problème. Parce que quand il arrive à la maison, on dit, oh, le drogué là est venu encore. Mais vous, du coup, vous n'avez pas répondu à une des questions de Yasmine, c'était la rechute. Enfin, peut-être des DJ. Ouais, la rechute. Vous n'avez pas eu de rechute. Bof, il faut dire que à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on courait pour aller voir le docteur. Ok. Voilà. D'accord. L'échange avec lui. Ok. Et en fait, On a des psychologues comme lui là-bas. Ok. Chaque fois que vous êtes tenté, vous partez, vous parlez. On va les voir. Bon, on leur dit ça. Ah, hier, par exemple, j'étais avec des amis, on a fait une petite partie. Ok. Il ne recommence pas. Tu lui dis, promis, je touche c'est plus. mignon, ça. Ah, c'est Le bien. problème, c'est de cacher. C'est-à-dire, Ouais, ça va. quand tu vas, et puis tu caches. C'est-à-dire, au retour, quand tu viens, tu ne dis pas, docteur, hier, là, vraiment, j'ai glissé. Tu ne le dis pas, tu caches. Bon, comme tu caches, Tu vas repartir dedans. tu vas repartir dedans. ça. Et c'est comme ça que tu es rentré dedans. Parce qu'au début, là, tu cachais à la maison. Vers la fin, tu as quitté la maison et puis tu as habité le ghetto. Donc, c'est le même procédé dans lequel tu es en train d'évoluer encore. Ouais, c'est ça, de retomber. Donc, il faut Et justement, toujours le ça me fait dire. penser à vos familles, quand tu parles de famille. Comment la souffrance que vos familles ont pu ressentir. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, on peut dire chapeau. Aujourd'hui, Parce ça va. qu'ils sont fiers de nous. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu dis aïe, 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 c'était difficile? C'était vraiment difficile. La C'était guerre. qui? Parce Les que- parents, la femme, les enfants? Pas la femme, pas tous ceux-là, mais c'est les parents. Ok. Les parents, c'est-à-dire papa, maman, petit frère, petite Ouais, soeur, cousin, cousine. Et des fois même, ça va même jusqu'au quartier. Hmm. Oui, parce que, bon, écoute, si c'est la famille africaine, hein, quand il y a un petit souci, encore, c'est lui. Hein, c'est Chico. Oui, il est dans son affaire de drogue, là. Il allait boire drogue encore. Hein? Il fume drogue en entrée. Bon, ils vont crier dans le quartier. Et puis, il y a tout ça. Après, tout ça, là, toi-même, là. Bon, maintenant que tu es en train de changer, tu es en train de vivre une Vouloir transformation. Donc, là, si on n'associe pas les parents, ça ne va pas aller. Psychologie. Soit tu quittes les parents, tu vas habiter ailleurs, Ouais. ou soit tu es avec eux, et puis ton traitement, là, on les associe à ton traitement. Cela fait que, bon, tout se passe bien. Bien, parce qu'eux aussi doivent te motiver. Ils doivent te Voilà, encourager. eux aussi, ils seront motivés. Ouais. Donc, eux-mêmes, ils seront les premiers à ne pas dire à l'enfant drogué, là. Voilà, ils Ouais, seront les premiers à ne pas le dire. cas. Ça, Mais dit plus. comme ils ne le savent pas, donc si tu te fâches un peu, il a pris drogue. Ouais. Quand tu manifestes un peu, hop, il a pris drogue. Alors que tu n'as Rien fait. rien à voir avec tout ça. À Maison, c'est pareil. Hein, la Mais famille. oui, c'est comme ça. La guerre. Toujours. Ça finit jamais. On ne Ben- te croit jamais. Quand on te regarde, on dit, oh, c'est pareil, il est toujours dans sa chose. Mais ça dépend du comportement que tu amènes à la maison, ta manière de te comporter avec tes frères, tes sœurs. Ils voient qu'il y a un changement en toi. Donc ça commence à venir. Aujourd'hui, tu es disponible drogué. Quand tu parles avec toi, on t'appelle carrément, on cause avec toi correctement. Ah, c'est bien. Sinon, avant, on ne t'associe pas aux affaires de la maison, on ne te parle pas des problèmes de la maison. On s'en fout. Même le plus petit te manque de respect. Mais Hey, il faut tu es comprendre calme. quelque chose. Hein. Tu n'étais pas là. Tu es l'aîné, tu n'étais pas là. Les gars, ils ont pris des positions. C'est ça. Il y a un nouveau héritier qui est là-bas. Toi, tu vas quitter là-bas, tu es venu, tu as changé. Malgré que tu as changé, lui, il ne voit pas ça. Hein. Toujours, il va aller dire. Papa, lui, là, il fume toujours. Ses amis, là, m'ont dit que... Donc, le problème est vraiment difficile. C'est ça. Il faut que
on associe forcément les parents, parents. à la transformation, au changement de l'ex-usager. C'est ça. Faut qu'on l'associe, pour ne pas qu'il y ait des un ton. Attends, je suis d'accord. Dis-nous, Yasmine. Alors, mes deux frères et le docteur, nous sommes en Afrique, on associe souvent aussi les addictions de drogue à la spiritualité. On dit souvent que c'est un sort d'une tante ou d'un oncle, parce que vous parlez d'être aîné, justement. Quand on est l'aîné, on est l'héritier du parent. On préfère gâter l'aîné pour ne pas qu'il puisse... Est-ce que vous avez eu ces cas-là aussi, en dehors du fait que Casa était présent? On vous a pas un peu lavé, prié sur vous, non? Bon, au Casa, pour ne pas qu'il y ait une histoire de ceux-là ils sont trop musulmans, ceux-là ils sont trop chrétiens, Voilà. c'est ouvert à toute religion. Mais là-bas, on ne fait pas ça. Pas de religion. Voilà, Pas on de ne parle pas de prière sur les religion, gens on ne et fait tout. pas de discussion là-bas Ok. sur les religions. Non, non, non. Vous n'avez pas fait boire des substances en dehors de Casa. Avant, dans la comment Casa, là, vous n'êtes pas gris-gras. On vous envoie ici, chez tel féticheur, tu bois Mais ça. faut la Non, façon il faut, par parents. ça, on a vu ça, ça. on a vécu ça. On a vécu ça dans le temps. Ils ont trop escroqué vos Ils ont mis parents. banane sur Oui. Casa, La tout solution, ça, là, c'est vous venez Casa. donner en C'est amour. Casa. Laissez tout ça, là. Donc, à laisser tout ça, là. Ils ont mis banane sur cadavre. Vous pouvez nous donner à manger? Madame sur cadavre. De Oui. toute façon, on se dit que c'est quoi que... Il faut qu'on nous délivre. Donc c'est mieux, on va laisser tout ça pour aller à Casa directement. mieux. Ça, là, beaucoup sont en train d'être escroqués. C'est ça. Oui. Dis-nous, docteur. Je voulais intervenir sur la question. Alors, il faut faire un peu la part des choses sur cette question. C'est vrai qu'en Afrique, souvent, on a tendance à spiritualiser. C'est ça. On a toute une interprétation C'est ça. spirituelle, mystico-religieuse. Et même dans les troubles mentaux, c'est ce que souvent les gens pensent. Alors que la cause peut être biologique, peut être psychologique. Il y a plusieurs causes, ou bien environnementales. Dans une famille qui fonctionne mal, peut créer un usager de drogue, finalement. Mais lorsque la société, il faut savoir qu'il y a des ressources du milieu. Dans nos cultures, il y a eu quand même des traitements qui ont aidé des gens à arrêter les usages des substances. Et le programme national de lutte contre le tabac et des addictions, aujourd'hui, est en collaboration avec la médecine traditionnelle pour trouver les traitements qui sont efficaces, qui ont montré leur efficacité, qui peuvent aider aussi les usagers de drogue à décrocher. À décrocher. Il ne faut pas toujours leur jeter la pierre, mais il faut éviter aussi les charlatans. On est déjà à la fin de cette émission. Hein. D'accord, ma dernière question. Ok, vas-y. Du coup, est-ce que ça peut être héréditaire? Est-ce qu'un enfant qui naît des parents addicts peut être addict? Alors, on n'hérite pas de leur addiction, mais on peut hériter d'une vulnérabilité. C'est-à-dire que vous avez des familles où il y a des sujets qui ont dans les gènes une certaine vulnérabilité. Ils sont plus sensibles à devenir addicts à une substance que d'autres. Donc, si vous le mettez en présence, s'il rencontre, pas l'addiction, c'est la rencontre entre un homme et une substance. S'il rencontre la substance dans sa vie, il risque de tomber dans une addiction. De tomber dedans. Mais s'il ne rencontre pas, ça peut bien se passer. Alors, je vous aime bien tous, mais on doit conclure cette émission. Oui. Très belle émission. Franchement, il y en a encore des questions, là. Effectivement, je sais. Peut-être qu'on va faire tome 2, on verra. Ça dépendra. Envoyez-moi des biscuits. Mais par contre, je vais prendre le mot de fin du docteur, voilà, parce que je pense qu'il y a peut-être un message à passer et tout. Et vraiment, champ libre, hein, docteur. Alors, 2 minutes. merci déjà à NCI parce que ce qu'on fait là, c'est de la sensibilisation. C'est ça. Et c'est de l'éducation des populations. Ouais. Déjà, il faut leur dire de ne pas tester les substances dont on a parlé sur ce plateau. Il faut regarder ta caméra. Voilà, il faut éviter de tester. Voilà. Deuxièmement, il faut savoir que dès qu'on est confronté à ces problèmes-là, il ne faut pas forcément laisser s'installer l'addiction. Il faut aller vers des centres. Aujourd'hui, il y a des centres de jeunes consommateurs au CASA et puis au service d'addictologie et d'hygiène mentale qui commencent à recevoir déjà les jeunes pour les dépistages précoces et puis pour la prise en charge. Si on est déjà addict, ces deux structures-là aussi peuvent vous accompagner pour un décrochage. Et la dernière chose que je veux dire, la meilleure façon d'arrêter, c'est de ne jamais commencer. Franchement, très bien dit. La meilleure façon d'arrêter, c'est de ne jamais commencer. Ouais. Donc vraiment, après cette émission-là, je vois que c'est un phénomène qui est réel et que Dieu protège nos enfants. Et nous aussi, impliquons-nous dans l'éducation de nos enfants. Aimons nos enfants, aidons-les à ne même pas toucher à la drogue. Et les amis, là, les mauvais amis, là, ils n'aiment pas ça. Bye bye, merci de nous avoir suivis. À bientôt.